à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau d'une semaine en Lorraine. J'espère que vous allez bien en ces périodes assez délicieuses avec beaucoup de chocolat. En tout cas, aujourd'hui, nous allons faire le tour de ce qui s'est passé ces derniers jours dans votre région grâce aux caméras de vos télévisions locales. Avec au sommaire de cette émission du pour et du contre. Le débat sur la présence des loups dans les Vosges est toujours d'actualité. Les recettes de grand-mère sont tendance, nous découvrirons la sève de bouleau au pouvoir purifiant. Ce lundi, poules, œufs ou cloches en chocolat seront déposés par le lapin de Pâques dans votre jardin. Des chocolats peut être fabriqués par la chocolaterie du Luxembourg implantée à Tuquenieux en Meurthe-et-Moselle. Le sport à l'honneur dans cette émission avec le 10e duathlon de Sarreguemines sous le vent et la pluie. Sport aussi avec le club Espérance Lutte qui fait la fierté de la ville de Stiravindel. Nous verrons avec TV8 que faire connaître ce sport aux plus jeunes est essentiel pour l'avenir. Et puis nous terminons cette émission avec de l'enduro et la 16e édition de la Val de Lorraine classique. Mais débutons cette émission avec la semaine de l'industrie qui a débuté lundi à Voipy au sein des usines de machines agricoles Classe France, un groupe particulièrement impliqué en matière de formation professionnelle. Et ça tombe bien puisque cette 5e édition a décidé de mettre l'accent sur l'apprentissage. Les explications signées Mirabel TV. Ils sont âgés de 22 à 24 ans et ont opté pour une formation en alternance. Une semaine à l'école, puis une semaine en entreprise, une voie professionnalisante vers laquelle se sont tournés Antoine et Vincent, l'un via un BTS, l'autre par le biais d'un master en ingénierie. Je voulais quelque chose de concret, sortir un peu de l'ordinaire, rester à l'école. Je voulais vraiment appliquer des choses théoriques sur le terrain et puis passer peut-être aussi au statut salarié, prendre le rythme. Suite à mon bac général, je ne savais pas trop où m'orienter. J'aimais bien la méca, j'aimais bien l'élec et donc je me suis orienté vers l'industrie qui pouvait regrouper ces deux domaines, la maintenance en particulier. Et je m'y suis senti tout de suite bien épanoui, c'est ce qui me plaisait. S'ils se sont tournés vers l'industrie, c'est que le secteur se porte bien. Dans cette entreprise, une partie des salariés atteindra bientôt l'âge de départ à la retraite. Pour anticiper cette future perte de vitesse, elle compte donc sur ses apprentis pour assurer la relève. Elle mise aussi sur des jeunes femmes, à l'image de Pauline, apprentie de 24 ans. C'est vrai qu'au quotidien, je côtoie plus régulièrement des hommes. C'est vrai que les femmes sont en général plus dans le secteur administratif. Il y a eu des pics, il y a eu des remarques, mais il n'y a pas de problème puisque justement ça passe mieux. On voit une jeune femme débarquer, on est tout de suite plus amical avec une jeune femme, je pense. Ce serait quand même bien dommage de voir une moitié d'une classe d'âge nous échapper. La pénibilité n'est plus qu'elle était avant et rien n'interdit à une femme de postuler à quelconque de nos métiers. Comme elle, 1600 apprentis se sont tournés vers l'industrie en Lorraine, un chiffre qu'aimerait booster davantage la région. Car les entreprises du secteur ont du mal à trouver des jeunes en apprentissage. L'année dernière, par exemple, il restait bon nombre d'offres non pourvues. À travers l'apprentissage, on a un vrai avenir. On doit pousser à l'excellence de la qualification. On doit adapter sur nos territoires les qualités de formation aux besoins des entreprises. On doit donner aux familles et aux jeunes cet itinéraire qui est un itinéraire d'excellence. Grâce à une semaine placée sous le signe de l'industrie, les acteurs espèrent faire évoluer les comportements des jeunes lors des choix d'orientation. Avec un mot d'ordre, l'employabilité. En France, 60% des apprentis signent un CDI à l'issue de leur formation. Vous l'aurez compris, cette semaine de l'industrie mobilise beaucoup d'entreprises de la région qui ouvriront leurs portes au public et aux jeunes, et ce jusqu'au 5 avril. Pour les découvrir et participer, rendez-vous sur le site internet dont l'adresse apparaît en bas de votre écran. Parlons maintenant d'un sujet qui divise. Un troupeau s'est fait attaquer par un loup il y a une quinzaine de jours à Rouvres-la-Chétive dans les Vosges. L'exaspération des éleveurs face aux pertes et à cette menace est compréhensible, mais la priorité est à la sauvegarde des loups dans leur habitat naturel. La situation semble bloquée alors que des solutions existent. Exemple à Midrevaux où l'ASPA, l'association de sauvegarde des animaux, posait sur la parcelle d'un autre éleveur du turbo-fladerie en tissu made in USA. Un système qui semble efficace contre les attaques. Loup, y es-tu? Un reportage de Vosges Télévisions.
Le débat est vieux comme le monde, mais il est toujours d'actualité. L'homme peut-il se satisfaire de la proximité immédiate d'un autre prédateur que lui? Dans les Vosges, lorsque l'on parle du loup, la discussion fait assurément polémique. Témoin ces photos amateurs prises il y a 15 jours environ sur les terres de Michel Mulot, éleveur de moutons à Rouvres-la-Chétive. 13 bêtes tuées, 3 blessés, ici même à l'image. Une véritable hécatombe selon l'éleveur, pour qui l'auteur ne fait aucun doute. C'est vraiment l'expression pris à la gorge. J'ai déjà été confronté à des problèmes de chiens. Là, c'est vraiment une attaque qui serait hors norme pour moi si c'était réellement un chien. Étant éleveur, c'est sûr que nous ne pouvons accepter cette présence qui, de toute manière, perturbe complètement la façon de travailler des éleveurs. Perturbera l'avenir économique carrément de la filière, parce qu'aujourd'hui la filière fait des efforts pour installer des jeunes. Moi-même j'ai donc 56 ans. Bon, dire un jeune, élever des moutons dans les conditions là, je ne vois pas l'attrait du métier. Pas très loin de Rouvres-la-Chétive, à Midrevaux, près de Neufchâteau, on pouvait observer ce samedi un balai des plus étonnants des membres de l'ASPA, l'association de sauvegarde et de placement des animaux. En juin 2013, ils installaient sur cette parcelle, à titre expérimental et selon un process américain dont ils avaient entendu parler, du turbo-fladerie, clôture électrifiée de 12 volts, parsemée de balises couleurs censées éloigner les loups des troupeaux. On a fabriqué 1800 mètres avec de la rubalise plastique, parce qu'on avait que ça, donc on était dans l'urgence, parce qu'ici dans le parc là, il y avait une attaque tous les 2 jours à peu près, avec 2-3 moutons tués à chaque fois. Et on est venu installer ça chez l'éleveur, c'est cet éleveur qui a été d'accord qui n'est pas contre le retour du loup, mais qui ne veut pas se faire croquer ses moutons, ce qui est tout à fait normal. Comme par enchantement, depuis le 22 juin 2013, il n'y a plus eu d'attaque dans ce parc, alors qu'il y en avait aux alentours. Mais le plastique n'ayant pas résisté au gel, c'est donc cette fois du turbo-fladerie avec balise en tissu qui a été posé, électrifié avec un panneau solaire et le tout financé à hauteur de 6 000 € par la fondation Brigitte Bardot. L'idée semble séduire le Jura, la Suisse et plus près de nous d'autres départements comme la Meuse qui avaient dépêché ce matin un observateur. On serait intéressé justement par rapport à ce dispositif dans le cadre d'une mesure d'urgence. Parfois quand il y a une attaque sur un troupeau, on ne peut pas directement mettre des clôtures électriques, ça prend du temps et justement c'est sur ce temps-là de mettre quelque chose en place pour éviter qu'il y ait une attaque de nouveau le lendemain sur le troupeau. Comme là le fladerie c'est un coût assez réduit et il y aurait un moyen de venir tout de suite et placer ça même en termes de prévention avant qu'il y ait une attaque. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il faut protéger les moutons avant que les loups soient là. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un carnage, il faut pas attendre. Vaut mieux indemniser les éleveurs, payer les éleveurs en protégeant leurs moutons que payer les éleveurs, comme il y a eu le cas il y a une semaine à Rouvres-la-Chétive. Un système de protection contre le loup dont l'efficacité ne semble pas vraiment convaincre notre éleveur de Rouvres-la-Chétive. J'en connais qu'une, à la limite à condition de fermer les ports, c'est-à-dire un élevage bergerie intégral toute l'année. Bon. Ça veut dire un élevage de plus en plus industriel. Longtemps pourchassé, presque exterminé, Canis lupus est aujourd'hui un animal protégé qui n'a pas fini de faire parler de lui, en bien ou en mal. C'est le printemps et qui dit printemps dit grand nettoyage. Je vous propose de purifier non pas votre intérieur mais votre corps grâce à un trésor lorrain, la sève de bouleau. Un remède naturel ancestral, malheureusement oublié mais aux propriétés détoxifiantes que Maï-Lorraine a décidé de remettre au goût du jour. Partons récolter cet élixir de jouvence avec Patrice Cordebar, exploitant meusien, qui nous explique tout ce qu'il faut savoir sur cette véritable potion magique. La période de récolte, c'est au printemps, bien évidemment. Le printemps, il est capricieux. Il arrive quelquefois fin février ou il arrive des fois fin mars. C'est pas moi qui décide déjà, c'est la nature qui décide. De par les températures, la gravitation terrestre qui appuie, comme on le sait, sur la Terre, le soleil qui fait venir la photosynthèse et ce qui fait, comme un peu les vases communicants, en appuyant et en ouvrant au-dessus, la sève va monter. Au XIIe siècle, on consommait déjà de la sève de bouleau, surtout dans les pays nordiques, où la nourriture était très rare. Et ils se sont vite aperçus que la sève de bouleau, en fait, avait plein de vertus, et notamment celle aussi de nourrir les gens. Alors moi, je suis tombé dedans par le biais d'un ami
qui lui travaillait justement à l'ONF. J'avais récupéré une parcelle de terrain et je ne savais pas trop quoi en faire et j'avais décidé de planter des sapins de Noël. Et en discutant avec lui, il m'a dit « Oh là là, ne plante pas n'importe quoi, il faut étudier avant le sol, voir ce que c'est. Sur ton sol, moi, je serais toi, je mettrais du bouleau. » Et je lui ai dit « Du bouleau, qu'est-ce que je vais en faire, moi, de mes bouleaux ?» Et il m'a dit « Détrompe-toi, c'est mieux que les sapins de Noël parce que tu pourras récolter la sève pour les vendre à des cosmétiques, pour faire essentiellement du cosmétique. » Et en fait de cosmétique, on a fait de la boisson. La priorité de la sève de bouleau, c'est le détox. Contrairement au jus de bouleau qui, lui, va nettoyer l'organisme, mais vraiment juste faire l'effet que de le nettoyer, la sève de bouleau, elle, par contre, va bien détoxifier le corps, mais rapporte plein de choses au corps. Sels minéraux, oligo-éléments, vitamines. C'est pour ça que c'est un excellent produit pour la santé. Des quantités en Meuse, on a de quoi faire, à savoir toucher, on va dire, les 50 à 100 000 litres, c'est possible. Alors cette année, je pense qu'on va tourner aux environs de la saison n'est pas finie, entre 15 000 et 20 000 litres. Pourquoi on m'appelle le druide? C'est un copain, justement, qui s'est mis à consommer en quantité, je dirais pas abusive, mais en grosse quantité, et qui a perdu énormément de poids. Et donc du coup, ça s'est renouvelé avec une autre personne, une femme. C'est de là qu'est née la potion magique du druide. Voilà. La plus importante fête chrétienne commémorant la résurrection de Jésus marque la fin du jeûne du carême. Aujourd'hui, et pour notre plus grand plaisir, on célèbre Pâques avec des paniers remplis d'œufs en chocolat dont raffolent les enfants et on ne va pas se mentir, les grands aussi. Une gourmandise qui profite à la chocolaterie du Luxembourg, implantée à Tuquenieux, en Meurthe-et-Moselle, et que Mirabel TV nous fait découvrir. On peut dire qu'ici, le chocolat coule à flot, et ce, quasi toute l'année. Et à un mois des fêtes de Pâques, ce sont les poules, lapins et cloches qui occupent en majorité la production de la chocolaterie du Luxembourg. 35 000 moulages seront réalisés ici, un travail de précision, presque d'orfèvre. Nous sommes vraiment sur un mode artisanal, c'est-à-dire lorsqu'il y a des couleurs selon les demandes des clients, c'est fait au pinceau, c'est ensuite moulé, mis sur table vibrante, pour ensuite bien sûr être mis en chambre froide avant le démoulage. Pour ces mini-poules en chocolat par exemple, il faudra 2 à 3 jours de confection depuis la fonte du chocolat jusqu'au produit fini. Un savoir-faire qui a un coût. Comptez 9,90 € pour 3 de ces volatiles. Mais la qualité de la matière première y est aussi pour beaucoup. Elle représente avec l'emballage 40% du coût final. Côte d'Ivoire, Ouganda, Amérique du Sud, les fèves de cacao sont sélectionnées pour leur caractère. On peut trouver du chocolat de couverture bas de gamme et avoir un coût de revient plus bas. Nous, ça n'a pas été notre choix. On est vraiment sur une qualité de matière première, couverture, et puis les autres matières premières. Je parlais des amandes, des noisettes. Du chocolat garanti pur beurre de cacao qui séduit des grands noms d'épiceries fines françaises, mais aussi à l'étranger. Entre 80 et 85 tonnes de chocolat sont fabriquées ici chaque année. Et 10 à 12% de la production part en Italie, au Japon ou encore en Chine. Ce sont après des produits plus spécifiques. Par exemple, là, on est parti sur une gamme de mini-tablettes, mais avec des parfums différents, que ce soit par rapport à des fruits. Aujourd'hui, le marché asiatique, puisqu'on parle de celui-là, est vraiment un marché qui explose et qui tente aussi des saveurs qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Ils sont vraiment à la recherche de ça, et avec cette qualité, ce label entre guillemets chocolat français. Les cloches et les poules à peine terminées, il faudra déjà penser aux nouvelles collections pour la Saint-Nicolas et surtout Noël. Car les fêtes de fin d'année représentent 65% du chiffre d'affaires annuel de la chocolaterie. C'est 2,5 fois de plus qu'à Pâques. Et cette seconde partie d'émission sera consacrée au sport mécanique avec un zoom sur l'enduro pour la 16e édition de la Val de Lorraine Classique. Avec TV8, nous ferons une initiation à la lutte, un sport très bien représenté en Moselle-Est.
Mais ouvrons pour l'heure notre page sportive avec la 10e édition du duathlon de Sarreguemines qui s'est déroulée sous la pluie. Contre le vent, les participants n'ont pas eu la tâche facile pour rejoindre l'arrivée. Des conditions météo qui ont amené leur lot de surprises. Côté résultat, la preuve avec Mosaïque TV. Pour ne pas créer un embouteillage dès le début de la course, c'est en plusieurs fois que les sportifs s'élancent de l'esplanade du Casino des Faïenceries pour ce 10e duathlon organisé par le Sarreguemines Triathlon Club. Déjà le matin, les plus jeunes ont alterné course à pied et vélo dans des courses adaptées à leur catégorie. Pour les plus grands, le parcours aussi est adapté. Les difficultés aujourd'hui sur le parcours, on a modifié un petit peu le parcours course à pied pour qu'il soit un peu plus attrayant avec deux coups de cul. Façon de parler, hein, deux petites bosses à la fin et au début du parcours. Voilà, donc c'était d'abord une boucle de 5 km autour des berges de la Sarre. Donc il a fallu remonter un peu sur les hauteurs puis redescendre. Et ensuite, difficulté sur le vélo. Donc la difficulté aussi aujourd'hui en vélo était surtout liée aux conditions climatiques. Les concurrents ne sont en effet pas aidés par les conditions climatiques. Vent et pluie sont de la partie, ce qui complique les choses, notamment pour la course cycliste. Quelques chutes sont d'ailleurs à déplorer. Du côté dames, ces à-côtés climatiques ne créent pas de grandes surprises puisque c'est la championne du monde 2014 qui l'emporte. Pourtant, ce qui n'était pour elle qu'une simple course de reprise s'est avéré être un peu plus compliqué que prévu. C'est une course de préparation personnellement, hein, c'est le premier duathlon de l'année, donc il fallait y aller pour se retester un peu sur la discipline, quoi, voilà. Mais c'est vrai que vu les conditions météo, c'était pas le plus simple, quoi, voilà. Pour tout vous dire, c'était pas évident parce que énormément de vent. Donc le parcours, une boucle, mais pas mal de dénivelé quand même. Donc face au vent, non, c'était assez dur. Aujourd'hui, et les conditions, j'étais même gelée, donc voilà. Court, mais pas évident. Du côté des hommes, toutefois, le duathlon a su réserver une surprise pour les organisateurs. Ce n'est pas un des favoris annoncés qui a franchi la ligne d'arrivée en tête, mais Guillaume Crozet, duathlète venu de Saint-Étienne. La prochaine compétition en Lorraine à l'agenda des sportifs sarregueminois se déroulera à Thaon-les-Vosges la semaine prochaine. Et on reste dans l'univers du sport avec la lutte. Depuis de nombreuses années maintenant, le club Espérance Lutte fait la fierté de la ville de Stirin-Wendel en Moselle-Est. Et pour cause, il compte de nombreux champions de niveau international. Et depuis cette semaine, le club brille aussi dans le domaine de l'éducation à la lutte. À son initiative, une convention a été signée par 4 partenaires. Elle devrait permettre de faire avancer la sensibilisation du public scolaire à ce sport de combat. Initiation avec TV8. Des jeux éducatifs pour s'initier à la lutte, l'activité réunit 6 classes de Moselle-Est. 150 élèves qui viennent des écoles de Forbach-Centre, de Béronne, de Stirin, de Sarreguemines-Cité et de Sarreguemines-Montagne Supérieure. L'activité à laquelle ils participent s'articule autour de 3 pôles. Un pôle activité pratique, un pôle historique et culturel et un pôle conférence de presse. Face à des entraîneurs et des champions de lutte, les écoliers posent leurs questions, de vrais petits journalistes. L'entraîneur, est-ce que vous aimez d'autres sports ? Ces rencontres départementales rassemblent 4 partenaires, l'USEP qui gère le sport à l'école, le Conseil général, l'Éducation nationale et la Fédération française de lutte. Notre première préoccupation, c'est de sensibiliser les jeunes pour les faire venir à la lutte, les faire aimer la lutte, pour qu'ils puissent venir dans les clubs. La fédération se penche depuis beaucoup d'années sur le contenu, en gros, comment approcher l'activité avec des gamins de cet âge. Et pour les faire venir, pour les intéresser, pour qu'ils jouent. Ça reste un jeu, un sport, avant tout. Et donc mon ancien métier, où j'étais professeur d'éducation physique, m'amène tout naturellement à voir comment on peut travailler avec le monde de l'école et faire la liaison avec les clubs. Ces rencontres s'inscrivent dans le programme scolaire de ces classes de CE2. Elles sont prétexte à parler d'histoire et de géographie. Lison a appris plein de choses aujourd'hui. J'ai appris qu'il y avait 210 pays qui faisaient de la lutte. Il y a la lutte. La lutte, elle est en 5e place de ceux qui connaissent. Il y a la lutte féminine. Il y a
En Chine, on appelle ça le sumo, la lutte, et voilà. Déjà, la lutte, historiquement, est l'un des sports de combat les plus anciens qui soient et qui avait installé dès l'Antiquité, avec la lutte gréco-romaine, le respect de l'autre et le fait de se mesurer avec des règles extrêmement précises qui respectent à la fois la personne mais également son intégrité physique. Et je crois que les enfants ont bien compris aujourd'hui à quel point il était important de pouvoir se serrer la main au départ, se serrer la main à la fin, comme dans un certain nombre de sports de combat, et avoir une sorte de charte de la qualité sportive qui fait le pendant un peu d'un certain nombre de mauvais exemples qui se voient ici et là. Donc la lutte entre pleinement dans cette catégorie de sport éducatif selon moi. Afin de promouvoir la lutte, le club local, Espérance Lutte Stirin-Vendel, dispose d'arguments convaincants, une flopée de jeunes champions. Parmi ces lutteurs en pleine démonstration, des médaillés aux championnats de France et du monde, le club compte même une triple championne de France en la personne de Shahinez Khaled. Ces rencontres se sont terminées avec la signature d'une convention quadripartite. La direction des services départementaux de l'éducation nationale, le Conseil général 57, l'USEP Moselle et le comité de Moselle de lutte. 4 partenaires qui s'engagent à coopérer afin de réitérer l'organisation de ces journées départementales. On termine cette émission en roue arrière avec la Val de Lorraine Classique 2015 qui s'est déroulée le week-end dernier. Pour cette 16e édition, 680 pilotes étaient engagés. Un véritable record au programme pour ces pilotes, un parcours de 320 km avec 2 boucles le samedi et une boucle distincte de 160 km le dimanche. 14 spéciales étaient également réparties tout au long du parcours. C'est Marc Bougeois qui a remporté cet enduro. Il avait d'ailleurs remporté l'édition précédente. Tous sur nos bolides avec Maï-Lorraine. Ce week-end, c'est la 16e édition de la Val de Lorraine Classique. C'est une course d'enduro qui se passe sur 2 jours. Et en fait, il y a 680 pilotes qui viennent se mesurer sur un parcours banderolé et de liaison dans le secteur du Val de Lorraine, c'est-à-dire qui va de Faux, Nomny et Pont-à-Mousson. C'est une course spéciale, oui, le samedi 194 km avec 7 spéciales et le dimanche 194 km avec 7 spéciales aussi. On fait se rencontrer et mettre au départ les pilotes internationaux avec les poireaux. C'est la grande définition et bien sûr beaucoup de spectateurs, beaucoup d'animations autour des 2 boucles du samedi et du dimanche. C'est une espèce de messe de l'enduro où les gens viennent de tout âge, de tout niveau, de toute la région. Il y a des Suisses, des Belges, des Luxembourgeois. C'est aussi pour ça que les enduristes aiment se retrouver ensemble, aiment partager un moment. Je regrette pas d'être venu, je connais pas la région, je connaissais pas ces tranchées où il y a eu la guerre et ça m'a fait un peu d'émotion de me retrouver là en moto. C'était un peu dur, un peu mouillé, un peu boueux, mais une belle journée. Cette spéciale à Pont-à-Mousson est assez particulière car au contraire des autres, elle n'est pas sur un terrain en herbe, donc le revêtement est assez différent et le spectacle est tout à fait différent également. Ça demande un effort physique un peu plus intense, mais il y a le plaisir de la glisse qui est là et les chutes sont aussi un petit peu moins dures. C'est bien, aujourd'hui c'est fun et c'est glissant, c'est super. Impeccable, il n'y a pas de poussière, c'est une bonne journée. Ouais, c'est difficile mais c'est plaisant. Ouais. Les montées, les racines, les pierres, les franchissements. Le tracé, les spéciales, tout. La difficulté fait le charme de l'enduro. Hier c'était un peu trop facile. Donc aujourd'hui c'est dur mais c'est ce qu'on cherche. On est là pour souffrir, on a payé en plus. Une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. N'oubliez surtout pas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.